Voilà, comme l'a dit Sloan, je m'appelle Léo, j'utilise le pronom YEL avec les accords neutres ou masculins, puis j'étudie à la maîtrise en droit à l'UQAM. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que je me situe sur des terres non cédées Kanien'kehá:ka et que je bénéficie directement du vol de ces territoires lorsque j'obtiens une reconnaissance publique, comme lors de cette conférence. Au-delà de cette reconnaissance territoriale, je vous invite à prendre connaissance des différentes luttes autochtones et à examiner de quelle façon vous pouvez agir pour supporter ces revendications. Euh, je vais mettre dans le chat, si j'y arrive, euh, un lien qui est la trousse d'outils pour être allié aux luttes autochtones qui a été conçue par le Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal. Je vais en partager le lien en fait à la fin de la rencontre, mais s'il y a d'autres personnes qui ont des liens à partager, vous pouvez les mettre dans le chat à n'importe quel moment. Aujourd'hui, je vous parle de mes réflexions préliminaires autour de l'abolition du marqueur de genre au Québec. Je parle de la situation au soi-disant Québec, non pas parce que j'assume que c'est un lieu naturellement ou culturellement délimité, mais parce que je veux parler de droit, puis que le droit est une institution coloniale qui opère sur un territoire colonisé. Donc, parler de la situation au Québec implique que j'utilise des frontières coloniales, mais c'est nécessaire pour ma présentation puisque la question du marqueur de genre concerne tout individu qui se situe à l'intérieur de ces frontières coloniales. Donc, je vais parler de droit, mais je ne vais pas me concentrer sur des technicalités juridiques. L'objectif de la présentation, c'est de questionner le caractère cisnormatif des discours juridiques sur les questions de sexe, de genre et d'identité trans. Pour ça, je vais utiliser beaucoup de citations tirées d'un jugement en particulier, le jugement Moore. Euh, et m'en servir en fait pour critiquer et remettre en question la norme cisgenre dans le droit. Comme l'a dit Sloan, pour les questions, je vous invite à les garder pour la période de discussion. Avant de commencer sur le jugement en tant que tel, j'aimerais brièvement vous présenter le cadre théorique dans lequel je me situe. Tout d'abord, je m'inspire grandement de mon expérience personnelle en tant que personne trans et aussi des discussions et des réflexions que j'ai eues avec d'autres personnes trans, en particulier mes amis Noé et Enoch et mon amoureux Alex. Donc, mes réflexions n'en seraient pas là aujourd'hui sans ces discussions. Au niveau académique, je m'inspire surtout des travaux de Dean Spade, un juriste trans-états-unien qui adopte ce qu'il appelle des politiques critiques trans. Les politiques critiques trans sont des politiques qui demandent plus que la reconnaissance légale et l'inclusion, cherchant plutôt à transformer les logiques étatiques actuelles. Donc, dans ce cadre théorique, il est question d'analyser les processus de normalisation qui sous-tendent les demandes de reconnaissance de droits et d'inclusion et d'en faire émerger les conséquences inattendues et les exclusions qui sont provoquées par ces demandes. Vous aurez donc compris que j'adopte une posture critique sur les questions de reconnaissance de droits et que je cherche à mettre en lumière la logique cisnormative de l'institution juridique. Je m'inspire aussi beaucoup des travaux de Florence Ashley, juriste transféminine et bioéthicienne, qui travaille entre autres sur les questions des droits des personnes trans au Canada et au Québec et a déjà travaillé sur les questions de violence administrative et de marqueurs de genre. Et je m'inspire des propos qu'il a développés dans son article qui s'appelle L'invisibilité constitutive du sujet trans pour orienter mon travail. Donc, dans cet article, il démontre que le sujet trans est invisible dans le droit québécois, hormis les dispositions concernant le changement de mention de sexe et de nom et la discrimination sur la base de l'identité de genre. Et affirme que l'assignation d'un sexe à la naissance constitue l'arrière-plan d'invisibilisation des personnes trans. Ainsi, le sujet trans en droit québécois est un sujet exceptionnel que le droit doit accommoder, ce qui rejoint une conception cisnormative du droit. Donc, l'analyse que je vais vous présenter exemplifie cette question de cisnormativité du droit. Donc, le jugement de la Cour supérieure du Québec intitulé Centre de lutte contre l'oppression des genres contre procureur général du Québec, qui a été rendu en 2021 par l'honorable juge Gregory Moore, porte sur les questions de marginalisation qui résultent de l'incohérence entre le genre d'une personne et celui qui est inscrit sur ses documents d'identité.
Donc, pour la suite de la présentation, je vais parler du jugement Moore pour me référer à cette décision parce que le nom est vraiment très, très long. Donc, il faut savoir que depuis 2015, le changement de mention de sexe au Québec se fait sur la base de l'autodétermination. Donc, c'est-à-dire que les personnes trans n'ont pas à obtenir de traitement médical ou psychologique pour pouvoir changer de mention de sexe. Il reste cependant des enjeux discriminatoires dans l'accès à ce changement et c'est sur ces enjeux que penche le jugement Moore. Donc, le jugement porte à la fois sur les dispositions de changement de mention de sexe et celles de changement de nom, mais je vais me concentrer exclusivement sur la question de la mention de sexe. Donc, on peut résumer le jugement sur 4 enjeux. Premièrement, le premier enjeu concerne les limites restreignant la capacité des personnes non citoyennes et des jeunes de changer la désignation de leur sexe. En effet, le changement de désignation de sexe était réservé aux personnes citoyennes et domiciliées au Québec depuis au moins 1 an, et les jeunes de moins de 18 ans devaient obtenir une lettre d'une professionnelle de la santé attestant le sérieux de leur démarche. Le deuxième enjeu concerne le refus du directeur de l'État civil de modifier les actes d'état civil d'une personne après que son parent eut changé sa propre désignation de sexe. Donc, ça voulait dire que les parents trans ne pouvaient pas changer leur désignation de sexe sur le certificat de naissance de leur enfant. Le troisième enjeu concerne la présence de la désignation du sexe sur les actes et les certificats de l'État civil. Donc, on parle des certificats de naissance, des actes de mariage et des actes de décès. Et le quatrième enjeu concerne l'obligation de désigner le sexe d'un enfant à la naissance. Donc, le juge Moore a déclaré plusieurs dispositions comme étant discriminatoires, dont l'obligation de citoyenneté pour pouvoir changer sa mention de sexe. Donc, maintenant, les personnes non citoyennes ont accès au changement de mention de sexe. L'obligation de fournir une lettre d'une professionnelle de la santé pour les jeunes de 14 à 17 ans a aussi été déclarée discriminatoire. Cependant, cela a été porté en appel par le gouvernement du Québec, la CAQ, qui estime que cette obligation est nécessaire. Les jeunes trans ont donc encore l'obligation de produire une lettre d'une professionnelle de la santé qui estime que la personne en question est vraiment, plus je mets des guillemets, trans pour pouvoir changer de mention de sexe. Les parents trans peuvent changer leur désignation comme père ou mère. Cependant, sans adoption de loi sur le sujet, les parents trans n'ont pas accès à la mention parent. Les personnes non binaires pouvaient seulement obtenir le marqueur M ou F, ce que le juge Moore déclare discriminatoire. La désignation du sexe sur l'état civil serait donc discriminatoire si elle ne correspond pas avec l'identité de genre des personnes, comme c'est le cas pour les personnes non binaires. Cependant, le juge ne donne pas de mode d'emploi pour le marqueur des personnes non binaires et puisqu'aucun projet de loi n'a encore été adopté sur cette question, il n'est pas encore possible de changer sa mention de sexe pour autre chose que F ou M. Et de plus, si le juge remet brièvement en question la désignation du sexe sur les documents d'état civil, il estime toutefois que la désignation du genre répond à un objectif législatif rationnel qui est l'identification des personnes. Et finalement, l'obligation d'assigner un sexe à la naissance ne représente pas une discrimination fondée sur l'identité de genre selon le juge Moore. En effet, la désignation du sexe à la naissance représenterait une atteinte minimale aux droits des personnes trans, puisque celles-ci ont l'opportunité de changer leur marqueur de genre plus tard dans leur vie. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jugement. Il y a des grandes avancées, notamment pour les personnes non citoyennes, pour les jeunes, malgré que le gouvernement du Québec porte cette décision en appel. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les 2 derniers points, c'est-à-dire la présence d'une désignation de sexe ou de genre sur les documents d'état civil et l'obligation d'assigner à la naissance. Donc, j'aimerais commencer par vous présenter le jugement du juge lorsqu'il estime que l'assignation du sexe à la naissance n'est pas discriminatoire. Donc, il nous dit l'obligation de désigner le sexe d'un nouveau-né à son acte de naissance n'est pas discriminatoire. Il ne peut y avoir d'incohérence entre le sexe et l'identité de genre à la naissance, puisque les nouveau-nés n'ont pas d'identité de genre. Okay? Il continue en disant l'obligation de désigner le sexe d'un nouveau-né sur le constat, la déclaration et l'acte de naissance
ne crée pas de distinction entre les nouveau-nés. Donc, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que de mettre un M ou un F pour des bébés, ça créerait une distinction. Mais le juge dit la désignation du sexe enregistre le fait anatomique qu'un enfant a un pénis ou une vulve. Donc, moi, je me demande juste quel est le rapport avec F ou M. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre P pour pénis et V pour vulve? Puis le juge continue en disant cette obligation de désignation de sexe ne fait pas de distinction fondée sur l'identité de genre ou l'expression de genre entre les nouveau-nés, puisque ceux-ci n'ont pas d'identité de genre. L'identité de genre ne s'acquiert pas avant que l'enfant ait entre 2 et 5 ans. OK. Donc, toutes ces histoires de sexe, d'identité de genre, d'organes génitaux, ça commence à être compliqué. Même moi, je suis trans, je suis juriste et je suis confus. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça. On peut commencer par le point central du juge. Lorsqu'on assigne un sexe à la naissance, il n'y a pas de discrimination fondée sur l'identité de genre puisque les nouveau-nés n'ont pas d'identité de genre. Pour émettre cette affirmation, le juge Moore se base sur une conception psychologique de l'identité de genre. Donc, le sexe est un fait biologique objectif, tandis que l'identité de genre est un fait intérieur subjectif qui ne peut être révélé que par la personne. L'identité de genre n'existe pas à la naissance, il s'acquiert durant les premières années de la vie. Cependant, le juge n'émet aucun commentaire sur le caractère sociologique de l'identité de genre. Par caractère sociologique, j'entends que l'identité de genre est une identité sociale, bien qu'il y ait bien sûr des aspects psychologiques. Par exemple, moi, je suis une personne non-binaire. Si je pouvais décrire mon genre en un seul mot, ce serait non. Ça, c'est un fait intérieur subjectif dont on parle. Mais j'ai aussi un genre imposé. Ce genre, il dépend des contextes sociaux dans lesquels je me trouve, mais il ne fait aucun doute que lorsque je suis sortie du vagin de ma mère, on a dit « c'est une fille ». Bon, c'est sûr, à ce moment-là, je ne pouvais pas dire non, c'est faux, mais je n'ai pas pu non plus dire non, c'est faux pendant 20 ans, parce qu'on m'a toujours imposé socialement l'identité de genre femme. Donc, que les nouveau-nés n'aient pas d'identité de genre n'est que partiellement vrai. Certes, les nouveau-nés n'ont pas les capacités cognitives pour affirmer leur genre. Les nouveau-nés n'ont même pas idée de ce que c'est le genre, et je crois d'ailleurs qu'on devrait s'inspirer de cette ignorance. Les nouveau-nés ont par contre définitivement une identité de genre sociale, comme le montre cette image. Donc, clairement, si le bébé en question a un pénis, on va dire « c'est un garçon ». Si c'est une vulve, on va dire « c'est une fille ». Et si c'est aucun des deux, si c'est les deux, ou si on ne peut pas affirmer à 100% qu'il s'agit bien d'un pénis ou d'une vulve, comme c'est le cas pour les bébés intersexes, alors on dira « c'est une fille et je vais m'assurer qu'elle aura une vulve » ou « c'est un garçon et je vais m'assurer qu'il aura un pénis », et ce, indépendamment du consentement de la personne en question. Là, j'entends l'honorable Gregory Moore dire « Léo, tu te trompes, ce dont tu parles maintenant, c'est le sexe, pas l'identité de genre. Il y a quand même une réalité objective au sexe. OK. Admettons que je sois en train de parler de sexe et pas de genre. Le juge dit que le sexe est un fait biologique objectif. Donc, par fait biologique objectif, il affirme que le sexe enregistre un fait anatomique, pénis ou vulve. Donc, si je comprends bien, si je dis que le nouveau-né est une fille, c'est parce que le nouveau-né a une vulve. Mais si le sexe est un fait anatomique, est-ce qu'il ne serait pas plus précis de consigner cette information? À la place de dire le nouveau-né est une fille, on dirait tout simplement le nouveau-né a une vulve. Pourquoi est-ce qu'on devrait associer une identité de genre à un organe génital? Est-ce que le genre crée le sexe? Comment est-ce que nos attentes sociales façonnent-elles notre compréhension de ce que constitue le sexe? Selon ma lecture de la chose, le sexe est une question d'identité de genre, puisqu'un organe génital est associé à une identité de genre sous la présomption que tous les nouveau-nés seront des individus cisgenres. Lorsqu'on associe un organe génital à un genre, on impose de façon coercitive une identité de genre au nouveau-né. En effet, à quoi sert la déclaration d'un sexe si ce n'est que pour s'assurer que l'enfant développe la bonne identité de genre? Selon cette compréhension, l'assignation d'un sexe à la naissance correspond à l'assignation d'une identité de genre à la naissance. Je pense que la décision du juge Moore pourrait être différente si on considère le caractère sociologique de l'identité de genre et du sexe.
Bien que le juge Moore énonce que la désignation du sexe à la naissance n'est pas discriminatoire selon l'identité de genre, il confirme toutefois que cela crée une distinction discriminatoire plus tard dans la vie des personnes, lorsque celles-ci se rendent compte que leur identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Toutefois, il exprime que l'exigence de désigner un sexe à la naissance porte une atteinte minimale au droit à la dignité et à l'égalité des personnes transgenres, puisque celles-ci peuvent corriger la mention pour qu'elle corresponde à leur identité de genre. Ainsi, pour les personnes trans, ce serait l'identité de genre qui serait la désignation la plus fiable sur les actes d'état civil, comme le mentionne cette citation. Donc, le sexe d'une personne, contrairement au genre, n'est pas un moyen fiable d'identification. Pour les personnes transgenres ou non-binaires, la désignation de leur sexe à la naissance peut créer de la confusion, tandis que le genre confirme leur identité. Donc, c'est sur cette base que le juge déclare que les personnes non-binaires puissent changer leur mention de genre pour autre chose que M ou F afin que cela reflète leur identité. Bien que cela puisse être encourageant au niveau de la reconnaissance de l'existence des personnes non-binaires dont le genre n'est ni M ni F, cela ne se fait pas à n'importe quel prix. Et surtout, cela révèle la norme cisgenre qui sous-tend l'assignation d'un sexe à la naissance. En effet, en affirmant que les personnes trans puissent changer leur mention de sexe pour que celle-ci corresponde à leur identité de genre, le juge insinue que la norme est que sexe et identité de genre concordent. Cela revient à ce que j'ai dit plus tôt. Lorsqu'on assigne un sexe à la naissance, on impose en réalité une identité de genre à un enfant. On s'attend donc à ce que l'enfant soit cisgenre. Cette citation en est d'ailleurs assez évocatrice. Lorsqu'un parent devine le sexe de son enfant dans le but de respecter le délai de 30 jours et qu'il se trompe, il peut créer, sans le vouloir, un enfant transgenre. Donc, pour le contexte, le délai de 30 jours dont parle le juge, c'est car lorsqu'il s'agit d'un bébé intersexe, les parents ont 30 jours pour inscrire le sexe de leur enfant sur le certificat de naissance. Donc, je trouve que cette citation résume bien toute l'anxiété cisgenre autour des personnes trans et surtout qu'elle met de l'avant la norme cisgenre sur laquelle repose tout l'édifice du sexe juridique. De plus, lorsque je dis que la reconnaissance de l'existence des personnes non-binaires ne se fait pas à n'importe quel prix, c'est aussi car le juge adopte une vision de l'identité trans qui exclut de nombreuses personnes trans. En effet, pour prouver une discrimination, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, et cela pour tout motif de discrimination, pas seulement l'identité de genre, les personnes plaignantes doivent caricaturer leur identité et leur expérience de discrimination. C'est dû au fait qu'en droit, une discrimination doit être basée sur une caractéristique personnelle qui est soit immuable, soit modifiable uniquement à un prix inacceptable du point de vue de l'identité personnelle. Selon cette définition, les personnes trans doivent se présenter comme des victimes et doivent s'inscrire dans le discours cisnormatif selon lequel si les personnes trans avaient vraiment le choix, elles choisiraient d'être cisgenres. Les personnes trans doivent démontrer que leur identité de genre est stable tout au long de leur vie pour prouver qu'il s'agit bien d'une caractéristique personnelle immuable. Ceci est selon moi très problématique car cela réduit l'expérience des personnes trans à une expérience d'oppression, de détresse et de haine de soi. Mais qu'en est-il de la joie d'être trans? Certes, je me passerais bien de l'oppression et de la marginalisation, mais jamais je ne ferais le choix d'être cisgenre, même si je le pouvais. J'ai beaucoup trop de joie à explorer et vivre mon genre comme je le souhaite, quand je le souhaite, avec qui je le souhaite. Il n'y a rien de plus libérateur que de sortir du mode d'emploi cisgenre et hétéro. Cette position-là est la mienne. Elle n'a pas à être partagée par toutes les personnes trans. Mais ça n'enlève rien au fait que la construction de l'identité trans comme une identité de victime et comme une identité stable exclut les personnes trans pour qui il n'a jamais été clair que leur identité de genre a toujours été différente de celle assignée à la naissance ou bien qu'elles ont toujours été trans. C'est là où j'en viens à l'abolition du marqueur de genre. Donc, j'espère vous avoir bien démontré que l'assignation d'un sexe à la naissance correspond en fait à l'assignation d'une identité de genre sous la présomption que l'individu sera cisgenre, en parallèle à la construction de l'identité trans comme une identité de victime. Selon moi, c'est assez pour demander l'abolition de cette pratique. Mais plus encore, le juge mentionne qu'il existe un lien rationnel clair entre la désignation du sexe et l'objectif législatif poursuivi, qui est l'identification des personnes. Selon moi, il n'y a pas de lien rationnel ici.
Comme le démontre cette image, donc la personne qui va chercher sa prescription à la pharmacie a vraisemblablement un marqueur de genre F, alors que son expression de genre est masculine. Qu'il s'agisse du choix de cette personne ou non d'avoir un marqueur de genre F, cela met néanmoins bien en lumière que le marqueur de genre n'est aucunement utile pour identifier les individus. De plus, le sexe et l'identité de genre sont des catégories beaucoup trop imprécises pour identifier les personnes. En effet, il existe des centaines de genres, sinon autant de genres que d'individus sur la planète. Le genre est-il donc réellement un bon moyen d'identification? Que faire en plus lorsque l'identité ou l'expression de genre d'une personne change? On souligne souvent l'adoption d'un troisième marqueur de genre, souvent X, comme une avancée pour les droits des personnes trans. J'en suis pas certain. À quoi sert le marqueur X autrement qu'à identifier directement qu'une personne est trans? En effet, l'avantage des marqueurs F et M est que cela ne crée pas de distinction entre les personnes cisgenres et les personnes trans. Mais un marqueur X ne peut être que pour une personne non binaire. De nombreuses personnes peuvent vouloir un marqueur X pour représenter leur identité, mais beaucoup d'autres personnes non binaires préféreront ne pas obtenir ce marqueur afin d'éviter la discrimination. Ainsi, si des personnes refusent de changer leur marqueur de genre pour qu'il corresponde à leur identité, est-ce que ça correspond toujours à un moyen d'identification fiable basé sur le genre? Un autre problème avec le marqueur X est qu'il ne remet pas en cause la norme cisgenre. Il y aura toujours des marqueurs normaux, donc M et F, et le marqueur spécial, donc X. Encore une fois, on relaie les identités non binaires à des exceptions qui ont besoin d'accommodement. Je pense que ce sont plutôt les personnes cisgenres qui ont besoin d'accommodement. Ce sont elles qu'on accommode lorsqu'on assigne un sexe à la naissance. Ce sont elles qu'on accommode en obligeant la désignation du genre. Et ce sont elles qu'on accommode en leur permettant d'avoir un marqueur de genre qui les identifie sans aucun frais. Car en effet, il est dispendieux pour une personne trans de changer son marqueur de genre et encore plus son nom. Nombreuses sont les personnes qui ne peuvent pas changer leur marqueur ou leur nom par manque de fonds et qui doivent demander les services d'organismes trans pour obtenir une aide financière pour pouvoir changer leur marqueur ou leur nom. Pourquoi est-ce que les personnes cisgenres n'ont-elles pas besoin de payer des frais pour confirmer leur désignation de sexe? Ne s'agit-il pas là aussi d'une discrimination envers les personnes trans? Donc, ce sont ces réflexions qui m'amènent à me positionner pour l'abolition du marqueur de genre pour tout le monde dès la naissance. Une telle mesure permettrait, selon moi, de réduire la distinction entre les personnes cisgenres et les personnes trans, et elle permettrait aussi de bousculer la cisnormativité pour faire place à la joie d'être trans. Donc, merci d'avoir écouté ma présentation. Je serais vraiment heureuse de recevoir vos questions et vos commentaires et d'avoir une discussion ensemble sur ce que ça veut dire l'abolition du marqueur de genre.